Téléspectateurs de Espoir 47, bonjour. D'abord, je tiens à vous présenter toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de cette émission. C'est dû à quelques soucis de dernière minute. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 septembre 2020. Aujourd'hui, il n'y aura pas de première partie et deuxième partie. Nous commençons tout de suite avec les confrères journalistes. C'est vrai, on va parler du coronavirus avec la sensibilisation et avec les derniers chiffres publiés mercredi dernier, c'est-à-dire hier. On parlera également civisme et on terminera avec la politique, avec le feuilleton Agbo Mekodio. Pour l'instant, Abbas Issaka, le patron du journal Le Magnin Libéré, est avec moi. Dans quelques instants, Tchaboré Bourema, le patron du journal Le Messager, va nous rejoindre. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et toutes nos excuses. Encore une fois, Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous et à toutes celles qui sont branchées sur la télévision et 47 nous suivent ce matin. Et la rédaction du Magnin Libéré. On rend grâce à Dieu. Le travail, ça se passe bien. Ça se passe bien. Eh bien, Abbas, je le disais tout à l'heure, on va parler du coronavirus avec les chiffres publiés hier. Et on a encore 20 nouveaux cas de contamination enregistrés et un décès également, ce qui porte à 34 le nombre de décès du coronavirus dans notre pays. Malgré tout ce qui est pris comme mesure, qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Ce qui ne va pas, je pense que c'est les populations. Il y a beaucoup qui sont récalcitrants dans le respect des mesures barrières. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les marchés, au niveau des agglomérations et à l'intérieur du pays, on se rend compte qu'il y a des gens qui se foutent pas mal parce que par rapport au relâchement et aux restrictions des mesures barrières, il y a un relâchement qui se constate. On voit que même il y a des gens qui organisent des manifestations sans respect des mesures barrières. Ils s'agglutinent sans se soucier du fait qu'il faut se laver les mains, bien se protéger, ou bien respecter la distanciation sociale. Je pense que c'est ça qui est à la cause de ce que actuellement la maladie est en train de prendre beaucoup de grimper. La maladie grimpe. Et puis il faut remarquer que par rapport au nombre qu'on teste, c'est ça. Si maintenant on décide de tester plus de nombre qu'on teste, par exemple, on prend 1000 cas, peut-être qu'on ira jusqu'à 50 si on cas teste positifs par jour. Beaucoup de personnes, si on dit 2000 ou bien 3000 tests qu'on a organisés, vous allez voir que sur les 2000 ou bien 3000, on va avoir plus de 1000 cas. Donc tout le monde est porteur potentiel. Donc il faudrait qu'on fasse tout pour respecter ces mesures barrières-là et faire de telle sorte que les regroupements dont on constate à tout moment ne soient pas totalement faits. Et dans les marchés également, vous allez voir que la dernière fois, je suivais un truc à la télévision togolaise, à la télévision nationale, ou dans les marchés, ou au niveau de la station Agbalpedo, la gare routière d'Agbalpedo et dans d'autres gares, les gens s'en foutaient pas mal du port de masque, alors que c'est eux qui sont en train d'accueillir même les passagers et autres. Les passagers arrivent aussi, ils aussi n'ont pas de cache-nez. Ça veut que ça complique aujourd'hui la situation de cette pandémie. Les gens croient que ça n'existe pas, mais elle existe. C'est pas justement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que la maladie n'existe pas et que ces chiffres sont inventés. Oui, ils disent que les chiffres sont inventés. Et puis, moi, le problème, c'est qui m'écoeure beaucoup plus, ce sont même certains cas de certains villages. J'étais la dernière fois avec un confrère de la TVT, il a pris sa retraite. Et lui dit que non, que c'est des choses. J'ai dit, vous en tant que journaliste, c'est vous qui raisonnez ainsi, alors qu'en principe, quand vous allez dans votre localité, c'est à vous de donner l'exemple et puis de sensibiliser les gens. Il dit que non, que lui est musulman et que au nom de Allah, tout ça, là, les prières font que les musulmans ne tombent pas. Si les musulmans ne tombaient pas malades, la région des centrales. C'est ce que je leur ai dit, que est-ce que la région centrale, est-ce que cette année-là, les gens ont pu observer le pèlerinage à la Mecque, si la maladie là n'existait pas. Donc il ne faut pas tenir ce genre de propos. Et
vous allez décourager les autres à respecter les mesures barrières. Donc, il ne faut pas tenir ce genre de propos devant vos gens du village. Et il a dit non, que c'est son opinion. J'ai dit ok. Comme toi, les autres aussi, c'est comme ils ne respectent pas les mesures barrières. Toi aussi, en principe, toi, dans ton cas là, fais tout pour respecter et expliquer aux gens. Parce que tout ce qui se passe, vous avez vu que les villes sont bouclées par rapport aux fêtes traditionnelles et aux autres là. On a même pu fêter. Aujourd'hui devait être la prise de la pierre sacrée. Mais ça n'a pas été un pays gagnant. Ça a été annulé pour cause de cette maladie. Donc il faudrait que les gens fassent attention. La maladie existe bien, qu'on ne blague pas avec la situation. La santé d'abord, ce n'est pas au Togo seul que ça existe, c'est dans tout le monde entier. Et si les gens veulent qu'on les choque, c'est tellement que les médecins vont chercher à les choquer. Les choquer comment on parle? Les choquer par les informations. Le fait que quand la manière dont quelqu'un souffre, on peut cacher son visage et leur montrer le malade, comment ça fait souffrir. Donc si les gens ne veulent pas croire, peut-être qu'ils veulent voir avant de croire qu'ils sont des Saint Thomas, il faut les choquer. Voilà, le problème là, ça devient un peu compliqué. Parce que je ne sais pas comment l'État va faire. Est-ce qu'il faut adopter une autre stratégie de communication ou autre? Parce que les communications passent, même dans les campagnes. Est-ce que les communications passent dans les campagnes également? On nous a dit déjà avec Lomé par exemple, où les gens disent cette maladie n'existe pas, c'est une invention et autres là, on imagine un peu ce qui sera dans les coins. Oui, dans les cas, même ici à Tobolkopé et dans la préfecture d'Agua ici là, c'est pire. Les gens nous disent qu'il y a souvent quand ça a commencé, on a vu on mettait des haut-parleurs sur des véhicules qui circulaient. Ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. C'est quand ça a commencé immédiatement, depuis mars, avril, qu'on a vu cette chose de communication. Et à l'intérieur du pays, on ne sait pas si ça s'est passé. Parce que quand tu arrives là-bas, les autres, ce n'est pas le problème du corona. C'est vous qui venez de Lomé, vous parlez de ça. Apparemment, Corona se limite à Lomé. C'est à Lomé, pour que vous êtes venus de Lomé. Nous, on ne connaît pas Corona dans notre village ici. C'est ce qu'ils disent. Et vous savez comment les gens vivent solidairement et de façon communautaire. Comment les gens s'attroupent au niveau de nos campagnes et dans nos villages et autres à l'intérieur du pays pour voir comment cette situation est. Et quand ça prend c'est que tout le village a pris. C'est ça qui s'est passé. Et on a bouclé Sokodé, Tchamba et puis Sotoubois. Donc il faudrait que tout le monde fasse attention. La maladie existe bien, qu'on respecte les mesures barrières et que la stratégie de communication puisse encore aller plus loin dans la sensibilisation des populations. La stratégie de communication et sensibilisation. Mais avec ce qui se passe ici, aujourd'hui, ce qu'on voit, est-ce qu'on peut envisager un nouveau couvre-feu? Que dans les jours à venir, on nous dise que le couvre-feu est revenu de 20 heures peut-être à 5 heures ou à 6 heures. Ça peut arriver dans certaines localités, comme c'est le cas actuellement dans la région centrale. Ça peut arriver dans des préfectures. Même à Lomé, j'ai dit, dans le Grand Lomé, ça peut arriver dans des préfectures comme la préfecture d'Agoué, où rien n'est respecté. Parce que quand vous prenez les cas qui sont cités, les cas de contamination qui sont cités maintenant, c'est dans la préfecture d'Agoué qu'on retrouve ça. Donc, ça peut arriver qu'on boucle cette préfecture. On a bouclé la préfecture de choses pour cause du fait, des lacs pour cause du fait. Ce qui veut dire que si les choses vont encore s'empirer, on peut boucler, faire le couvre-feu, faire le couvre-feu dans la préfecture d'Agoué, dans certaines préfectures même de l'intérieur du pays. Donc, rien, on ne peut pas dire que ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. Donc, ça dépend du comportement des populations. Si on ne veut pas que ça arrive, ça dépend de notre comportement, puisqu'on voit souvent même les forces de l'ordre et de sécurité au niveau des feux rouges qui font des interpellations à ceux-là qui ne veulent pas respecter les mesures barrières. Donc, tout ça, là, on doit continuer. Et souvent, on a commencé d'abord par la carotte, c'est-à-dire la sensibilisation au niveau des feux rouges et autres. Et vous allez voir que des gens ont souvent leur masque dans leur poche. C'est à la vue des forces de sécurité qu'il enlève son masque de sa poche, il porte, et dès qu'il les dépasse, il replace. Dit que le problème qui se pose actuellement, c'est entre les conducteurs de taxi
et la force anti-Covid, les éléments de la force anti-Covid, quand vous êtes dans un véhicule et que vous n'avez pas votre masque, c'est le conducteur qu'on arrête et là, les conducteurs ne sont pas du tout d'accord. On assiste à ça au niveau des feux tricolores, Ouais. surtout dans Agoué. Hein. Surtout dans Agoué, c'est pas là-bas seul. Parce que quand vous prenez quelqu'un, peut-être que les forces de l'ordre, la FOSAP, c'est le travail qu'on leur a demandé de faire, puisque un conducteur de taxi-moto ou un taxi, avant de prendre un client, comme lui porte de masque, il doit s'assurer que celui qu'il va remorquer a aussi son masque. S'il ne le fait pas et qu'il court derrière les 100 francs pour prendre la personne, c'est que c'est lui qui est fautif, il est complice. Ce n'est pas parce qu'il est protégé que son client ne doit pas se protéger. Donc c'est pour cela que la FOSAP arrête le émigrants pour lui dire: tu as remarqué quelqu'un qui n'a pas de cache-nez. Donc comment ça s'est passé? Si il arrive à se justifier pour dire que non, quand moi je l'ai vu, il avait un cache-nez et que peut-être que c'est derrière moi qu'il a enlevé, on prend les deux et puis on les bloque. Sinon, j'ai dit c'est nos comportements, c'est le comportement de nous-mêmes qui va faire que cette maladie-là va partir. Puisqu'il n'y a pas encore de médicaments. Il n'y a aucun médicament. Et au même moment, on nous demande d'apprendre à vivre avec le virus. On doit apprendre à vivre avec elle, tout comme on a appris à vivre avec d'autres maladies qui existaient. Il y a le palu qui tue plus que même le virus actuellement. Il y a beaucoup de maladies qui tuent, tuberculose et autres là, qui tuent, plus que même le coronavirus. Mais on a oublié toutes ces maladies aujourd'hui. Hein. Les maladies tropicales, là, on les a oubliées. Et maintenant, on dit que c'est tout comme quand le sida était arrivé, les virus, les gens ont profité pour se faire de l'argent avec ça, par la vente des condoms et puis des sensibilisations. On a vu même des associations qui s'étaient créées pour faire, puisqu'il y a ONU-SIDA qui aide dans tout ça, là, donc pour combattre et faire des sensibilisations. Mais finalement, par rapport aux règles qui étaient proposées, c'est-à-dire l'abstinence, la fidélité et puis le port de préservatifs, on a appris à vivre avec cette maladie. C'est la même chose aujourd'hui, on a aussi les mêmes termes avec la COVID-19. Le port de cache-nez, le lavage de mains. Et puis la distanciation sociale. C'est ça. Donc s'il y a ça et puis nous respectons, on va vivre longtemps avec cette maladie. Un jour, elle finira par partir ou bien on finira par l'oublier. Et puis, parce que les cas là qu'on dit, vous allez voir qu'on dit qu'il y a aujourd'hui près de 1600 cas contaminés. Mais les cas contaminés là, peut-être que si on enlève ceux qui sont décédés et les cas actifs et les cas guéris, peut-être que ce serait peut-être 300 et quelques qui vont rester. C'est ça qui fait que maintenant les hôpitaux, ou bien l'hôpital CHR de Lomé commune n'est pas encore débordé. Si c'était les 1000 et quelques cas contaminés qui sont accueillis dans les hôtels et puis avec les chiffres qu'on nous avons, ça va être très difficile. Alors, Abbas, après la sensibilisation sur Corona, nous allons parler du civisme. Civisme avec les caniveaux qui sont transformés en dépotoirs ou urinoirs, comme vous l'avez dit dans votre parution du jour. Oui, vous savez, comme je le disais tantôt, c'est tout ce qui se passe, les inondations et autres qu'on constate, c'est le problème d'incivisme. Les gens se croient tout permis. Quand ils font le... Comme le montrent les images, non? Voilà. Ça, c'est dû au comportement de l'homme lui-même. Parce que quand vous passez et que vous voyez des caniveaux sont faits pour permettre à l'eau de ruissellement de circuler sans problème. Mais dès qu'il y a des ordures qui sont venus, on verse les ordures. On met, comment on dit ça, les sachets plastiques en noir. Quelqu'un qui mange sur la route, il enlève, il jette n'importe comment. Et puis quand le vent prend, ça vient même boucher les caniveaux. Il y a des gens qui se permettent de transformer ces caniveaux-là en urinoir. Ça ne se voit pas dans certains pays comme ça. Puisque dès que vous mangez ou bien vous payez quelque chose,
et que vous mangez, vous devez garder ça, arriver à un niveau, parce qu'il y a des poubelles qu'on a placées un peu partout là. Quand vous arrivez à Mais ce ces niveau... poubelles-là, c'est seulement au centre-ville, malheureusement. Bon, peut-être qu'on va faire de telle sorte que ça soit étendu dans toutes les préfectures, puisqu'il y a une association qui a eu le marché, une ONG qui a eu le marché, ceux-là qui font le balayage des routes et autres là qui ont eu le marché. Donc peut-être qu'on va prier que Anazap puisse arriver jusqu'à aussi dans le golfe, dans tout le golfe, et puis dans la préfecture d'Aboye, et même pour aller jusqu'à l'intérieur du pays. Et puisqu'on a vu que les routes sont nouvellement construites, les caniveaux sont faits, il y a les retenues d'eau qui sont faits, parce que les caniveaux qui se font actuellement, c'est pour permettre aux eaux usagers de circuler à aller dans les caniveaux et dans les retenues d'eau. Mais quand il y a blocage, cette eau-là reste, et quand il pleut, il y a une pluie abondante, c'est que des fois même, toutes ces eaux ne vont pas jusqu'aux retenues d'eau, mais les retenues d'eau sont débordées parfois. Les retenues d'eau sont débordées parce que c'est bouché. Et c'est ça qui fait qu'on parle d'inondation sur les voies. On dit que non, l'entrepreneur qui a fait cette voie n'a pas bien fait, alors qu'il a prévu les caniveaux, il a prévu des choses pour faire circuler l'eau vers les retenues d'eau. Mais de par le comportement de nous-mêmes, on voit que ça vient bloquer tous les sachets en noir là, les sachets noirs dégradables. Les sachets de 25 francs, 5 francs. Tout ça là, on jette n'importe comment. Et puis les ordures ménagères qu'on vient jeter dans les poubelles. En temps, je voyais la télévision monter aussi faisait même la sensibilisation quand quelqu'un vient jeter les eaux usées dans le truc. Et maintenant, on dit non, ne jetez pas ça, faites ceci, faites cela. Donc ce problème-là, ça fait qu'aujourd'hui, il faudrait continuer par sensibiliser les gens et faire de telle sorte qu'on puisse au moins avoir de bons citoyens qui respectent ce qu'on appelle la citoyenneté. Sinon, les caniveaux qui se bougent, c'est dû au fait que nous-mêmes, on se comporte mal. Et on ne sait pas ce qui se passe actuellement avec les populations. Alors, c'est ce qui fait que nous, c'est à cause de nos comportements, si je dois le dire, que ces caniveaux-là sont dans ces états. Je vous l'annonçais en début d'émission, Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, est enfin parmi nous. Eladj, bonjour. Oui, bonjour Anita et bonjour aux téléspectateurs. Dame Nature vous a pris un peu de temps. Justement, de E47, bonjour à tous celles qui nous écoutent et coucou à cette dame particulièrement. Cette affaire-là. Oui. Qui aime suivre, je dois suivre ce dossier de près. Hein. Qui aime suivre votre émission. Merci à elle. Vous n'allez rien trouver même si vous suivez. Alors, Tchaboré, on parlait tout à l'heure du civisme et Abbas a parlé des caniveaux qui ne sont pas des dépotoirs ni urinoirs. On voit aujourd'hui, oui, il a parfaitement raison. Comme sillonner un peu, quelqu'un sort de sa maison avec sa marmite, on déverse dedans, quelqu'un balaie, on déverse. Malheureusement, le phénomène continue par exister et on ne le dira jamais assez. Je crois que ces derniers temps, il y a Anazap qui a pris un certain nombre de dispositions et qui a allé même déloger certaines personnes qui s'adonnent à ces pratiques. Je pense que ce que les gens oublient, ils oublient qu'en le faisant, c'est qu'ils mettent eux-mêmes leur vie en danger. Parce que tout ce que ces caniveaux dégagent et toutes ces odeurs nauséabondes et ce qu'il y a de négatif par rapport à ces pratiques, ça rejaillit sur eux-mêmes qui sont aux alentours, qui sont dans l'entourage même de ces caniveaux. Mais les gens ne le conçoivent pas ainsi. Mais lorsque vous allez... Je me dis des fois que parce qu'ils sont habitués à vivre dedans, ils ne sentent plus rien. Mais il y a les sensibilisations qui ont été toujours faites. Mais les gens ne veulent pas écouter ce qu'on leur dit. Ils pensent que, ils n'ont pas d'autre choix que de le faire. Je pense qu'il y avait un service qui est dédié
à ce genre de truc, un service c'est le service d'hygiène, je crois bien, Service d'hygiène. qui surveille ce genre de choses et qui amende même les auteurs de ces pratiques. Mais j'ai comme l'impression que ce service aussi a démissionné en quelque sorte. Entre-temps, ils étaient avec nous, ils ont dit qu'ils vont reprendre bientôt, surtout, ils ont cité certains quartiers. C'est très important. J'ai comme l'impression que l'État a négligé un peu ce côté, a négligé un peu ce service, parce que moi, j'ai habité un quartier où j'ai pris soin à chaque fois, lorsque je vois ces pratiques, d'interpeller le service. Je me déplaçais même pour aller voir le service et qui se déplaçait. Il y a eu des amendes par rapport aux auteurs de ce genre de pratiques. Mais je pense qu'il faut reprendre, parce que c'est la santé de la population qui en dépend. C'est la santé de ceux-là même qui s'adonnent à des pratiques, à ces pratiques-là qui en dépendent. Ce sont des pratiques qui ont cours, il faut le dire. Les caniveaux ne sont pas des dépotoirs, mais il faut aussi les couvrir, non? Il faut les couvrir. C'est ça aussi nous dénonçons. Parce que la plupart du temps, lorsque les rues sont faites, il y a certains qui prennent le vilain plaisir de ne pas, je parle des entreprises bien sûr, de ne pas couvrir, de ne pas terminer les pavelettes qui devraient couvrir ces caniveaux. On a vu l'exemple sur le boulevard, je crois le boulevard Jean-Paul II, où il y avait ces caniveaux qui sont laissés à l'air libre. Et ça a causé même des accidents à un moment donné. Mais maintenant, je crois qu'ils ont pris soin de couvrir ces caniveaux, et le gouvernement a pris également soin d'intégrer ça. Lorsque des entreprises sont engagées à tracer les routes, qu'ils prennent soin également de couvrir ces caniveaux. Mais en tout état de cause, moi je dis que la responsabilité revient également à nous, la population. Nous faisons partie de cette population. Est-ce que la population peut fabriquer ces couverts-là? Non, je ne dis pas population de fabriquer ces couverts. Lorsque les caniveaux sont faits, c'est pour drainer quand même les eaux usées, c'est pour drainer l'eau, pour éviter qu'il y ait inondation. Nous devons le comprendre. Donc on doit quand même, c'est vrai. Pourquoi je dis que c'est la population qui a une part de responsabilité? Parce que le fait de continuer par déverser de ces eaux usées, de continuer par déverser les débris dans ces caniveaux, les conséquences sont là. Notre santé en dépend, et également ça bouge ces caniveaux. L'eau ne circule pas et les inondations arrivent. Ce que nous voyons ici, ça fait partie de ces pratiques. Mais je crois que ANASAP est en train de jouer un rôle qui est très important. Mais je vous souhaiterais que le gouvernement réactive le service d'hygiène pour que ces services d'hygiène puissent jouer pleinement leur rôle. Je me rappelle dans les années 80, où on était encore dans nos fermes, je me rappelle bien qu'il y a des assistants d'hygiène qui circulaient et qui amendaient les gens qui s'adonnent à ces genres de pratiques. Et même, on voit dans votre entourage comment vous pratiquez l'hygiène. Si l'hygiène n'est pas conforme à ce qu'il fallait faire, ces assistants vous délivrent les amendes et vous venez vous payer. Et les gens avaient peur. Les gens entretenaient leur entourage. Mais maintenant, je dis que l'État a démissionné par rapport à ce côté. Il va falloir que l'État reprenne la main pour pouvoir doter du service d'hygiène. Parce que j'ai discuté avec certains responsables qui disent qu'ils n'ont pas de moyens. Lorsque vous allez, vous leur demandez, il y a tel quartier, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. À un moment donné, j'étais obligé, excusez-moi, je suis obligé de le dire, de mettre le carburant dans un véhicule pour que certains des services d'hygiène puissent se déplacer pour venir. Un service étatique. Ce que j'ai dit, je ne mens pas. Je ne mens pas. Ils sont venus, ils disent qu'ils n'ont pas le moyen de déplacement. Mais je ne dis pas que et moi-même, c'est déplorable qu'un véhicule étatique pour faire déplacer ces personnes qui sont venues, ils ont amendé les gens. Et c'est devenu l'ennemi des auteurs de ces pratiques dans le quartier. Quand je sors, les gens me doivent, les gens m'insultent, mais ils ont oublié que c'est moi, je leur faisais plutôt du bien. C'est difficile à comprendre. Tchaboré, on enchaîne avec vous. Avec, oui. Aux assistants d'hygiène, c'est la démission de l'État parce que quand vous prenez, quand on était enfant, là, il y avait, même sur tout l'État, dans toutes les préfectures, il y a les assistants d'hygiène qu'on envoie et on les assimile souvent comme les gens de la santé. C'est ça qu'on appelait les samasama. Dans ces jours. Samasama. Justement, c'est le samasama. C'est ça. Sama là. C'est dans Sama. Non, dans Sama, ça veut dire qu'on te convoque. Sama.
Et donc, c'est eux, même, ils se promènent, ils vont dans des maisons, voir là où les gens se lavent, les douches. Si vous faites que l'eau sorte de votre maison pour aller sur la route, vous êtes en manque. Aujourd'hui, ça, c'est devenu monnaie courante à Lomé. Oui, c'est devenu monnaie courante. Mais il y a des gens même qui se lavent et prennent ils versent l'eau dans la rue. Donc tout ceci-là, c'est que si l'État pouvait reprendre ses activités, en temps on a demandé, disait qu'il n'y avait pas de l'État doit avoir des moyens pour recruter ses assistants d'hygiène, puisqu'il y a le service d'hygiène qui est là. Ils sont là pour veiller à la santé, sécurité sanitaire même des populations. Parce que les populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un peu... s'il n'y a pas de bâton derrière, on ne respecte ça. On peut se diriger quelqu'un, les hommes, diriger les moutons, c'est facile de diriger les personnes. Donc, quand il n'y a pas quelqu'un comme ça derrière pour lui dire ne fais pas, lui il va continuer pas faire. Alors que même quand tu lui dis ne fais pas, que tu tournes le dos, il fera autre chose. Quand tu interdis, c'est à ce moment que tu l'autorises de faire. Parce que quand il ne sait pas que ça va à l'encontre, en son encontre, c'est sa santé qui est mise en jeu. C'est pour cela que je demande avec Anazap qui a pris au moins ça, c'est le privé, au moins l'État doit réactiver ses services des agences sanitaires là et dans toutes les préfectures. Comme actuellement il y a les communes, on a pu avoir la décentralisation là, pour que ce service-là puisse bien marcher. Cette histoire de décentralisation qui vous tient à cœur avec votre parution d'hier, mais on va en parler. Mais avant, parlons politique rapidement. La dernière fois, je vous avais coupé par rapport à la sortie ou bien à la réponse de Agbeome et à Tchadam sur le scrutin du 22 février dernier quand Tchaboré avait fini son déplacement. Aujourd'hui, je vous donne quelques minutes rapidement pour bondir sur l'affaire avant d'aborder la une de Tchaboré. Qui sait, Agbeome, moi, quand je vais parler d'Aousseke, c'est lui faire tout d'honneur en parlant de lui, puisque ce n'est plus la peine de parler ces avocats français sont rentrés dans la danse. Voilà, c'est que lui-même, il est un peu, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser, c'est la même chose qu'il avait faite en 2000, quand il est parti. Il a pris des avocats, il dit pour se défendre. Les avocats l'ont ruiné, il n'a même pas pu s'en sortir. Finalement, quand il a fini son argent, il a demandé à revenir. C'est la même chose. Alors, revenons à ça, c'est la même chose, à sa réponse à Tchadam par rapport au scrutin du 22 février. Non, bon, il a dit, j'ai expliqué ça, que Tchadam ne le reconnaît pas. Tchadam n'a pas reconnu les élections. Tchadam dit qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Lui, il ne peut pas reconnaître quelque chose qui dit que ça n'existe pas. Donc ça, c'est pour pouvoir s'attirer, pour avoir la confiance des populations, pour dire que Tchadam ne le connaît pas. Tchadam, c'est la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Et puis Tchadam ne peut même pas reconnaître quelqu'un comme Agbeome Kodjo comme président de la République. Jamais. Depuis quand? Ils sont tous opposants, hein? On ne sait jamais. Tchadam a dit que Agbeome Kodjo n'est pas un opposant. C'est quelqu'un que l'autre a fait pour soutenir la dictature. C'est ce qu'Atchadam a dit. Atchadam a qualifié Agbeome Kodjo même d'allié même de la dictature parce que c'est lui, il a été fabriqué, nourri de la sève vivifiante de ORPT, élevé par Yadema. Tout ceci là, c'est Agbeome qui l'a conduit, il a donné, bon, prends, c'est mon jeune frère, il faut l'aider, donc c'est ça. Et Yadema a fait, il l'a promu. Jusqu'à arriver à nouveau grâce à son arrogance, à cause de son arrogance, Agbeome est tombé en disgrâce aux yeux de Yadema. Sinon, Agbeome se considère comme le dauphin de feu Yadema. Donc aujourd'hui, il ne peut pas nous dire qu'on a organisé les élections et lui-même, il qualifie les autres, que ce sont ses apprentis, comment il appelle les autres, que c'est des apprentis, que c'est lui qui leur a appris à voler les élections. Si tu as appris à quelqu'un à voler les élections... Ça, c'est avant le scrutin. Ouais, avant le scrutin. Oui, c'est avant le scrutin. On appelle que non, lui, il a appris à voler les scrutins. Pourquoi maintenant, tu n'as pas su voler pour toi-même? Donc, les choses qui se passent dans son salon même, tout le monde, on a les audios actuellement qui circulent dans son salon depuis après. Donc, il dit qu'on n'a pas pu trouver même ce qu'on appelle les gens pour placer dans les bureaux de vote. Pourquoi maintenant? Sur quoi il se base pour dire qu'il a gagné les élections? Sur quoi? Sur quel procès verbal?
On ne peut pas dire que si vous avez gagné dans un quartier de Lomé, vous avez gagné tout le Togo. C'est ce qu'il croit. Si vous n'avez pas vu que ça devient un peu inquiétant par rapport à son état, je ne sais pas si les gens disent que peut-être que dans sa tête ça ne va pas, et c'est pour ça qu'ils ne continuent pas à provoquer et défier l'État. Alors, Tchaboré, si Marc le permet, nous allons voir l'image de votre une d'hier. En politique, vous avez titré ceci: les turpitudes d'Agbome Kodjo trouvent une compagnie. François Bokor, ou l'avocat des causes perdues. Quelle est la cause perdue aujourd'hui? Oui, la cause perdue, Anita, tu le sais aussi bien que moi, la cause perdue, c'est l'élection présidentielle du 22 février dernier. On ne cessera jamais de le dire. Si jusqu'à présent, il y a l'un des candidats qui s'accroche à sa victoire et qui... Bon, on le concède, c'est son droit de continuer par réclamer. Mais c'est la manière dont cette réclamation est faite, c'est ça qui tombe un peu dans le ridicule. Nous l'avons toujours dit ici. Regardez quelqu'un qui se dit élu président de la République, qui se trouve dans le maquis, lui-même il a dit, il est dans un champ de maïs et qui se permet, je ne sais pas si le champ de maïs constitue son territoire, son état, et qui se permet de formuler des décrets pour pouvoir nommer des ambassadeurs. Toutes ces gestes sont tout aussi ridicules. Et il faut le dire, aujourd'hui, personne ne prend plus Agbouémé au sérieux. Au début, les gens avaient peut-être... Ces militants peut-être, hein. On ne sait jamais. Non, même au niveau de ces militants, les gens sont déçus. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, au début, lorsqu'ils formaient cette dynamique, il y avait eu certaines personnalités qui redonnaient le poids à cette dynamique. Je vais parler des Gamissou, des Boudar et autres. Il y a bien d'autres personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez parler de ces gens murmurer? C'est parce qu'à un moment donné, les gens là se sont rendus compte que c'était plus de la comédie que du sérieux. Voilà pourquoi nous sommes revenus là-dessus par rapport à cette dernière sortie de François Bokor. François Bokor qui a occupé des postes de personnalité, des hautes charges dans ce pays également, comme Agbouémé Kodjo, et qui était obligé à un moment donné de s'exiler et qui intervient, selon ce que nous avons appris dans des instances de l'ONU, pour aller donner des cours, faire des séminaires, et qui est reconnu aujourd'hui, et qui avait un certain aura au sein de l'opinion publique togolaise. Et sa dernière sortie, franchement, a fait que les Togolais ne le prennent plus au sérieux. Franchement, il s'est allié à Agbouémé. Comment est-ce que M. Bokor, qui connaît la situation, qui sait que cette élection, elle s'est déroulée, et les instances qui sont chargées de donner les résultats, ont donné les résultats, peuvent dire qu'il a fait un entretien avec le nouvel ambassadeur qui a été nommé par Agbouémé Kodjo, qui est toujours resté dans sa comédie. Mais c'est tout aussi ridicule que cela. Cet ambassadeur, il prend ses charges dans quel territoire? Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, à travers cette sortie, François Bokor non seulement s'est allié à Agbouémé Kodjo, mais aujourd'hui, François Bokor a perdu du crédit. Ça, je vous le dis. Je ne suis pas le seul à le dire. Je crois qu'il y a un confrère également qui en a fait cas. Il a perdu du crédit par rapport à cette considération que les Togolais faisaient de lui. Et franchement, c'est ça qui a fait que, à ma une, je suis revenu. C'est une analyse. Les gens peuvent chercher le journal et ils vont quand même... Le journal, où est-ce qu'on peut le trouver? Parce qu'il faut le dire, vous êtes un partenaire de cette émission. Oui. Non, le journal, si vous le cherchez, je crois qu'il y a des structures qui ont été développées vu la situation du coronavirus, par rapport au coronavirus. Il y a le kiosque, qui est une structure à laquelle vous pouvez vous adresser. Également, le kiosque en ligne? Oui, en ligne. Vous pouvez vous adresser à moi également. Il y a mon numéro sur le journal. Vous pouvez vous adresser à moi et puis je peux vous vendre également le journal. Ça, Maintenant, moi, j'ai codé mon journal. Je l'ai codé pour ne pas, parce que vous savez, au grand mot, les grands remèdes. Maintenant, les journaux ne sont plus en papier, qui sont sur le marché, et pour que les gens puissent l'acheter, il suffit d'envoyer le PDF à quelqu'un et puis tout le monde est au courant. Donc il faut quand même que nous aussi nous capitalisons cette situation de coronavirus à notre actif. Il faudrait qu'on le fasse. Donc je le dis, je reviens, par rapport à Bokor, par rapport à Agbouémé, c'est même pipe, même tabac. Donc moi, franchement, Bokor est tombé dans le piège
d'Agbomé, est-ce que c'est le piège? Je le dirais, mais je dis que les oiseaux Peut-être qu'il lui apporte son de soutien. Les oiseaux de même plume ne font que voler ensemble. Abbas, je sais que vous avez quelque chose à dire, mais je ne voudrais pas vous laisser partir sans avoir parlé de la décentralisation. Ce titre qui fait votre une depuis hier, décentralisation, difficile apprentissage de la décentralisation, conflit d'autorité ou manque d'information des élus locaux. Apparemment, il y a un souci entre les élus locaux et le ministre. Oui, nous avons fait un constat depuis que les élections locales ont eu lieu, que nous avons maintenant la décentralisation avec les maires, 117 maires, 117 communes. Et finalement, on voit que les maires n'arrivent pas à s'affirmer. Nous avons parlé d'affirmation de maires. Est-ce que ces maires-là sont capables de s'affirmer? Ou c'est l'apprentissage qui continue? Parce qu'on voit que de temps en temps... Ça fait déjà 1 an. Oui, ça fait un an, mais ils sont en apprentissage parce qu'il y a des années qu'on n'a plus fait les élections locales et que subitement, peut-être que quand on a exigé, les gens ont exigé, c'est venu. Mais il faudrait former les maires là, les conseillers municipaux. Et depuis là, je ne pense pas, à part la formation qui s'est déroulée les 2 jours, lundi, mardi dernier. Dans la préfecture d'Agoué et du Golfe. Savoir que le gouvernement a organisé une formation lorsque les maires sont venus. C'est la première formation, un séminaire de formation qui a été suivi. Donc, vous allez voir qu'il y a des conflits de compétences ou d'autorité entre le maire élu et le ministre de l'administration territoriale qui est nommé. Très souvent, il y a eu des décisions qui sortent du ministère et qui sont critiquées et qui devaient relever en principe du maire. Mais on trouve que le ministre vient empiéter en quelque sorte sur certains compétences du maire. Et nous sommes demandés, ces maires-là, comment... Est-ce que le ministre même, il sait qu'il ne doit pas agir ainsi? Bon, parce qu'une chose est de former les maires, une chose est que le ministre sache où sont ses limites. Ils savent, mais seulement, ils savent. Parce que le ministre, lui, c'est un élu. Un élu, le non, ministre il est nommé par le président, il peut partir à tout moment. Les maires ont une charge, c'est-à-dire un engagement envers leurs électeurs. Vous avez un mandat de 6 ans, vous l'exécutez et que vous devez chercher des ressources, des moyens dans votre commune, dans votre localité pour donner au moins confiance, redonner confiance aux populations et exécuter certaines tâches, certaines promesses que vous avez faites à vos électeurs pour que vous soyez au moins reconduits s'il y a une reconduction probable avec vous. Mais si vous ne travaillez pas bien, les populations vont vous rejeter. Or, pour que les maires aient des moyens, il leur faut faire des locations dans leur commune. Il y a certains espaces verts, bien certaines réserves administratives sur lesquelles ils peuvent marcher. C'est pour cela que très souvent, ils louent ces espaces-là et que ces espaces-là, non seulement ils prennent les impôts et les tickets, mais à la fin de chaque mois, les locations-là leur apportent de l'argent. Mais il se fait que des fois, le ministre dit, vous devez raser ça. Normalement, ça devait être un truc de discussion entre le ministre et les élus. On ne peut pas sortir comme de façon, comme c'était si autant des délégations spéciales disent que vous ne devez pas faire ça. Le ministre devait convoquer les maires, bien les appeler, des maires concernés, des mairies concernées, ils arrivent, ils discutent, il leur dit que voilà, en principe, vous avez pris ceci là, ça ne peut pas aller comme ça. Et de façon consensuelle, on prend du moment où les maires, les communes n'ont pas de moyens, il n'y a pas de ressources exactes comme ça, puisque quand tu prends les communes, elles ne sont pas égales. Il y a des communes qui sont plus riches et des communes même qui se cherchent, qui n'ont même pas de moyens. À la formation de la fois dernière, ça a été même relevé. C'est pour cela que même l'argent, les 2 milliards qu'on dit qu'on va les repartir, ces milliards ne seront pas repartis de façon équitable. Il y a des maires qui ont une grande agglomération et il y a des maires qui ont une petite agglomération, ne vont pas avoir le même montant. Donc ceci, le maire, la commune qui n'a pas de moyens doit chercher par tous les moyens.
Parce que le maire a dit, quand je serai élu, je vais vous construire des écoles ici. Je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Mais si au bout de ces 6 mandats, de ces 6 mois de mandat, il n'a rien fait, parce qu'il n'a pas trouvé de moyens. J'espère que la population ne portera pas son choix sur lui. Oui, Tchabouré, rapidement. Je voudrais revenir pour dire que tout ça là, moi je mets ça sous le sceau de l'apprentissage. Parce qu'il faut le dire, il y a de cela des décennies que nous n'avons pas pratiqué cette gouvernance aujourd'hui, et nous sommes en apprentissage. Et moi j'aurais souhaité peut-être qu'on soit un peu plus tolérant par rapport à cela. Avec le temps, moi je pense que les gens vont savoir quel est le mais rôle pendant ce temps, le temps passe. Qui leur revient. Oui, je sais. On a déjà bientôt 2 déjà ans. avec ces séminaires de formation, avec des spécialistes, les gens vont au fur et à mesure comprendre quel est le rôle qui leur incombe, quel est le rôle qui leur revient. Et le ministre va également comprendre les domaines dans lesquels il ne doit pas intervenir par rapport à la stabilisation ou bien par rapport à cette commune, à la mise en place de ce mode de gouvernance. Donc je pense que c'est ça. On peut peut-être être tolérant, mais avec le temps, avec les séminaires, on l'espère bien. Oui, on l'espère bien, puisque la population attend beaucoup de choses de ses élus. Mais ça, il faut féliciter le gouvernement par rapport à ça, hein, parce que la démocratie que nous sommes en train de construire, ça vient de la base. Et si le gouvernement est arrivé à faire cela, je pense que c'est un pas. Maintenant, il faudrait suivre pour voir ce qu'il en sera. Dans les jours à venir. Merci à vous, Tchabouré, Bouraima Eladj, merci pour le déplacement. Abbas, merci également à vous d'avoir fait le déplacement. J'espère vous retrouver jeudi prochain. Fidèles téléspectateurs, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se donne un rendez-vous jeudi à partir de 10h. Au revoir.